Alors déjà, il y a le statut de l'enfant qui est, pour moi, hyper différent. C'est-à-dire qu'en France, dans l'espace public, je trouve que l'enfant, il est toléré. Aux Pays-Bas, il fait partie, en fait, des citoyens. Enfin, citoyens, c'est peut-être le mot, mais voilà, des gens qui ont le droit d'être là, de vivre là. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Première Claire que je reçois sur le podcast. C'est toujours bizarre d'entendre le prénom en résonance. C'est pas un prénom très rare, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Non. Bienvenue sur le podcast. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire dans quel coin tu habites et ton activité professionnelle? Ok, alors je m'appelle Claire, j'habite aux Pays-Bas à 30 km d'Amsterdam, entre Amsterdam et Utrecht pour les gens qui connaissent les Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Hilversum et qui est entourée de landes et de forêts, ce qui n'est pas le paysage habituel qu'on a en tête quand on pense aux Pays-Bas. Mon activité professionnelle, j'en ai plusieurs. Je suis écrivaine, donc j'écris des livres, notamment pour enfants. Et alors c'est toujours la question, comment traduire l'intitulé de mon poste en français? En néerlandais, on dit employé pédagogique. Donc je travaille dans un périscolaire aux Pays-Bas qui emmène les enfants dans la nature. Et donc la périscolaire aux Pays-Bas, ça inclut l'après-école qui est à partir de 14h ou 14h45 dans les écoles quand on va chercher des enfants. Donc l'après-midi en fait, et les vacances scolaires. Ok, bon, j'ai hâte, j'ai plein de questions, j'ai hâte d'en savoir plus. Je connais pas du tout le système éducatif des Pays-Bas, enfin voilà, donc j'ai plein de questions qui me viennent. Mais d'abord, ma question rituelle de début d'épisode. Claire, quels sont tes souvenirs d'enfance en lien avec la nature, justement? C'est rigolo parce que comme j'ai écouté ton podcast, je me suis dit qu'est-ce que je vais répondre à cette question. Alors moi, j'étais pas une enfant passionnée particulièrement par la nature. Par contre, j'étais clairement une enfant d'extérieur. C'est-à-dire que mes parents avaient 1500 mètres carrés de terrain, notre première maison, et après 3600 mètres carrés de terrain, donc vraiment des grands jardins. Et je me rappelle que, on jouait des heures dehors. On avait fait une cabane avec le voisin. On avait fait un trou dans la clôture pour que la cabane elle soit des deux côtés. Donc il y a vraiment ce truc de, pour moi, l'enfant c'était jouer dehors. Et je suis aussi une enfant qui a grandi près de la mer. Et la mer, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, en fait, m'a toujours fait du bien. Je me rappelle comme adolescente, quand ça allait pas, je prenais mon chien et j'allais me promener, j'allais voir la mer. C'est pas forcément l'image que les gens ont de la nature, mais ça reste naturel, en fait. Et donc voilà, pour moi, c'est pas forcément la nature dans le sens, j'étais pas une enfant qui allait regarder les petites bêtes ou m'intéresser aux plantes, etc. Mais le fait d'être dehors me faisait beaucoup de bien. Et c'est toujours le cas, en fait. C'est vrai que souvent je dis nature, mais en fait l'idée c'est de parler de l'enfance dehors, parce que comme tu dis, ça prend plein de formes. Et d'ailleurs, on voit dans les villes, les enfants, quand ils jouent dans les rues, ils sont pas forcément immergés en pleine nature, et pourtant c'est des moments dehors qui sont quand même hyper importants et dont généralement on se souvient. C'est ça. Quand même, donc ça marque. Alors écoute, avant qu'on parle de ton activité professionnelle au centre, au périscolaire, j'ai quelques questions parce que tu n'es pas née aux Pays-Bas, tu t'es installée aux Pays-Bas. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel cadre, comment ça se fait que tu sois arrivée aux Pays-Bas, depuis combien de temps, et voilà, nous parler un petit peu de cette expatriation. Alors, donc moi de base, j'ai une formation, j'ai un master en pédagogie du français langue étrangère. C'est-à-dire que pour être prof pour français pour les personnes dont c'est pas la langue maternelle. Et j'ai toujours eu comme ambition d'habiter à l'étranger. Et donc j'ai enseigné le français pendant plusieurs années. Et quand j'étais assistante de français en école primaire en Angleterre, j'ai rencontré un Néerlandais. Et c'est donc comme ça que je suis arrivée aux Pays-Bas en 2011.
Non. Ouais, bon, ça fait longtemps, 13 ans, depuis longtemps que je suis par là. Et l'idée, enfin, j'avais toujours voulu vivre à l'étranger. J'avais toute une idée sur les pays où je voulais vivre. Les Pays-Bas n'ont jamais fait partie de la liste. J'avais absolument aucune idée, en fait, de ce pays, à part les clichés habituels de Amsterdam, le cannabis, les moulins et les tulipes, quoi. En gros. Et bon, je suis venue ici, je l'avais dit avec mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, on va rester 1 an ou 2, puis après on va ailleurs. Et en fait, on y est encore parce que c'est un pays où je trouve, enfin, on est bien et surtout c'est un pays très très facilitant pour les familles. Parce que ce que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que j'ai 2 enfants aussi maintenant. Et que ce que je fais aujourd'hui professionnellement a beaucoup à voir avec le fait que je suis devenue mère entre deux. Voilà. Bah, du coup, qu'est-ce qui est facilitant? Qu'est-ce qu'il y a de plus que ce qu'il peut y avoir en France? Alors, du coup, t'as pas été. Depuis que tu as tes enfants, t'as pas vécu en France? Non, j'ai jamais vécu en Ouais. France en tant que mère. Par contre, on va très souvent en vacances en France parce que toute la famille est en France. Et puis, enfin, je veux dire, la pédagogie, l'enseignement m'a toujours passionnée. Donc, enfin, j'ai aussi eu mon BAFA en France. Ah, je connais un peu la vie des enfants en France, on va dire. Alors déjà, il y a le statut de l'enfant qui est, pour moi, hyper différent. C'est-à-dire qu'en France, dans l'espace public, je trouve que l'enfant, il est toléré. Aux Pays-Bas, il fait partie, en fait, des citoyens. Enfin, citoyens, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, des gens qui ont le droit d'être là, de vivre là. Il y a donc beaucoup plus d'infrastructures pour eux, beaucoup plus de tolérance par rapport au bruit de l'enfant, par rapport au fait qu'un enfant, ça bouge, etc. Les Français qui habitent aux Pays-Bas et qui prennent l'Eurostar pour rentrer à Paris disant on peut reconnaître les enfants français et les enfants néerlandais dans l'Eurostar parce que les enfants néerlandais, ils font du bruit, ils bougent. Donc après, voilà, c'est aussi quel statut on veut donner à l'enfance, mais il y a une plus grande tolérance sur le fait que ils sont là, en fait, et qu'on doit leur faire une place. Il y a le fait que les rythmes scolaires sont beaucoup plus doux, en fait, pour l'enfant. Enfin, mes enfants finissent à 14h l'école. Et c'est assez normal que les parents soient à temps partiel. Donc chez nous, moi je passe 2 après-midi par semaine avec mes enfants. Mon mari passe 2 après-midi par semaine avec avec nos enfants. C'est les mêmes. Et ils ne vont à la périscolaire que une après-midi par semaine. Et j'en parlais dans le cadre de mon travail, puisque on parlait en fait, on m'a dit pourquoi tu es aux Pays-Bas? Parce que les Néerlandais adorent aller en vacances en France. Donc ils se demandent un peu pourquoi est-ce que moi, qui suis française, je suis venue ici. Je dis ouais, mais regardez là, les enfants, il y en a pas un qui fait 5 jours par semaine à la périscolaire. Enfin, et en général, c'est 2 ou 3 après-midi maximum, quoi. Et donc, ouais, cet équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, je la trouve précieuse. Alors après, c'est pas tout rose. On va dire, c'est quand même beaucoup plus les mères, même si les pères, en général, ils sont les après-midi, les mères en prennent 2 ou 3, voilà. Mais nous, on y a vraiment trouvé notre équilibre. Et puis, ça, c'est pas quelque chose que j'avais vu venir, mais que j'ai découvert en devenant mère. Il y a tellement d'espaces de jeu hyper chouettes aux Pays-Bas quand on va en France et qu'on voit un pauvre toboggan dans un truc... enfin, déjà en cage. Mes enfants, ils appellent ça des cages. Avec le sol je sais pas ce que c'est comme matière, mais on dirait des pneus, là. Je comprends pourquoi les enfants sont moins dehors, en fait, parce que y a moins de possibilités, en fait, à la fois dans ce qu'on propose en infrastructure et dans la tolérance sur le fait que les enfants, ils ont le droit d'être dehors et de faire du bruit, etc. Je sais pas si c'est clair comme réponse. Ouais, mais oui, carrément. Mais oui, enfin, pour m'intéresser à ce qui se passe ailleurs, clairement, on sent bien qu'en France, il y a... Et encore, tu dis que les enfants sont tolérés dans l'espace public. Ça va, enfin, maintenant, c'est même parfois... ils sont même plus tolérés. On sent vraiment qu'ils dérangent et il y a des coins dans lesquels on ne voit pas d'enfants du tout.
dehors et encore moins seule. Tu sais, hier, j'étais en voiture et sur le bord de la route, j'ai vu une enfant qui devait avoir, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça, qui était à plusieurs kilomètres de l'école. Il était 17h, donc elle venait de sortir de l'école. Et en fait, c'est tellement rare maintenant d'en voir que je me suis dit, oh waouh, tu vois, elle est toute seule. Enfin, ça m'a, incroyable. On n'en voit pas des enfants qui sont tout seuls là à se balader à la sortie de l'école. Donc oui, j'imagine bien à quel point c'est facilitant juste le fait que les enfants occupent la place d'être humains au même titre que des adultes. Rien que ça doit changer énormément le bien-être des enfants et des parents. Parce que c'est vrai que quand on passe... Quand on a les regards très jugeants, on sent qu'on dérange. Dès qu'il y a un enfant qui crie, tout le monde se retourne en fronçant les sourcils. On se dit « oups !» Ok, donc Oui, ouais, puis j'imagine tu as bien. aussi le fait que, enfin, tu parlais de cette enfant sur le bord de la route, entre guillemets, dit comme ça fait bizarre, mais tu as le fait qu'en France, la voiture a une place énorme, aussi due aux distances, hein, Ouais. aux Pays-Bas. Alors qu'ici, en fait, comme on se déplace majoritairement à vélo, les enfants sont beaucoup plus vite en capacité, en fait, d'être plus autonomes, d'avoir leur place. Et donc, moi, je n'ai pas le permis. Et quand je rentre en France, je me déplace aussi à vélo, mais je me sens beaucoup moins à l'aise. Et mes enfants, je les mets pas sur un vélo à côté de moi. Enfin, ça dépend où en France, bien sûr, mais tu as ce fait de dire, de se sentir aussi en sécurité, parce que si en France, les enfants sont moins dehors à rentrer de l'école tout seuls, c'est une histoire d'impression qu'ils sont pas en sécurité aussi. Donc, bon, après, c'est drôle parce que j'en parlais ce matin avec mon mari. Je disais, de toute façon, la seule solution pour que nos vies soient plus vivables pour tout le monde, c'est d'avoir moins de voitures, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Et alors là, tu as donné un exemple quand tes enfants parlent des cages, des espaces de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'ils t'ont fait d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu les surprendre? Ou tu vois, quand ils viennent, ils sont étonnés ou ils se demandent... je sais pas, est-ce que tu as des petits exemples ou des anecdotes comme ça? Il y en a pas mal, mais il y a le fait que... ici, alors après, il y a aussi le fait que mon fils, c'est quelqu'un de hyper aventurier qui adore grimper. Et qui va grimper en haut des arbres. Et même d'un point de vue néerlandais, les gens me regardent en mode ça va, et je dis, on maîtrise, tout va bien. Mais alors, en France, le nombre de fois où on m'a dit votre fils est assis au-dessus de la petite maison là qui a. Je dis non, mais c'est pas grave en fait, ça va, il maîtrise. Ou quand il était plus petit, je me rappelle pourquoi une dame m'a dit que j'avais pas le droit de monter le toboggan à l'envers, par exemple. Ce genre de choses. Et alors là, c'est pas eux, mais c'est moi. À chaque fois, je me dis quand je vais à une aire de jeu ici aux Pays-Bas, actuellement, j'y vais avec un livre. C'est-à-dire que je lis et mes enfants se débrouillent. Ils ont 5 et 7 ans. Ça veut pas dire que je vérifie pas de temps en temps que tout va bien et que j'ai pas un œil, mais il y a le fait que quand je vais en France, j'ai l'impression que les parents sont quand même beaucoup derrière leurs enfants, en fait. À les dire, ben non, monte pas comme ça, ou je vais t'aider, ou c'est dangereux. Après, bien sûr, il y a une histoire d'âge, mais c'est vrai que ça à chaque fois, je me dis, il y a vraiment une histoire de perception différente. Et quand j'étais enseignante, j'avais remarqué en fait ça. Alors, dans le cadre de l'enseignement du français, je donnais des cours à des 3-6 ans par le jeu, donc quelque chose de très ludique. Et c'était souvent des familles bilingues. Et les parents français, même habitant au Pays-Bas, disaient toujours aux enfants, travaille bien. Et les parents néerlandais disaient, amuse-toi bien. Et je dis, mais en fait, c'est ce truc-là en France, l'éducation, on pense souvent pour le contrôle et la correction. Alors que ici, on pense plutôt du type liberté et faire ses propres expériences. Ouais. Et bien sûr, on peut voir, enfin, c'est pas dire tout est rose ici et on fait, enfin, c'est intéressant en fait d'être là pour l'enfant, pour le sécuriser, pour lui apprendre des choses. La question, c'est où est-ce que on met la limite et où est-ce qu'on leur laisse faire leurs propres expériences, en fait. C'est toujours ça. Et donc, clairement,
la vision n'est pas la même du tout. Et pour le coup, donc j'ai eu mon BAFA il y a très très longtemps, j'avais 17 ans, il y a 20 ans en fait. Et je me rappelle que quand on encadrait un groupe d'enfants, c'était vraiment diminuer le risque. Là, actuellement, je travaille en périscolaire et je me rends bien compte qu'en fait, on a vraiment des protocoles, hein, c'est des pages à lire, etc. Mais par exemple, sur le lieu où on va à la fin, il y a des orties. En fait, au lieu de se dire on va enlever les orties, on s'est dit on va expliquer aux enfants, et dans le protocole c'est clairement écrit, s'ils font l'expérience que ça pique, ils auront appris quelque chose en fait. Et je pense que c'est ça, cette différence de vision entre on est ok de prendre des risques pour que l'enfant il découvre par lui-même, à côté de on veut sécuriser au maximum. Et je trouve que ça se retrouve vraiment dans l'espace, dans les aires de jeu aussi, quoi. Et est-ce que, après on va justement enchaîner sur le périscolaire, sur ton travail là-bas, est-ce que, pour terminer sur ce sujet, si tu prends un peu de recul, est-ce que toi tu adaptes du coup ton comportement? Est-ce que tu sens, suivant, quand tu reviens en France, que par exemple dans l'espace public, puisque ce sera dans l'espace public principalement que s'il y a une adaptation à faire, est-ce que tu adaptes du coup ton attitude? Est-ce que tu changes quelque chose ou pas? Je suis plus, alors, je suis un peu plus stressée, et après mes enfants sont suffisamment grands pour que je leur explique que il y a différentes règles. Genre, en général, c'est pas ok ici, il y a des choses qui sont moins ok. J'ai cette situation particulière où on était en vacances, il y avait un restaurant sur le bord de la plage où il y avait comment on appelle ça en français? Quelque chose pour sauter de gonflable, un château gonflable, c'est ça, un château gonflable. Et donc c'était bien, je me dis, un restaurant qui a pensé aux enfants, ils ont mis un château gonflable. Et du coup, pour aller sur ce château gonflable, il faut enlever les chaussures. Et en fait, après, mes enfants, ils sont venus déposer les chaussures à notre table, en fait, et qu'ils allaient marcher pieds nus. Et un serveur est venu me voir pour me dire que dans le restaurant, il fallait que mes enfants, ils aient des chaussures. Ok. Dans ce cas-là, oui, je vais pas commencer à argumenter en mode écoutez les enfants, la règle ici c'est qu'il faut mettre des chaussures, quoi. Si on me demande mon avis, je trouve pas ça. Je vois pas trop le problème, mais voilà, c'est la règle, c'est comme ça, et on est invité quelque part, on n'est pas chez nous, quoi. Donc oui, et je me sens un peu plus sur mes gardes. Je vais plus leur dire de faire moins de bruit, etc., quoi. Je sens qu'on est moins toléré. Et c'est moins confortable comme parent, on va dire. Ouais, j'imagine bien. Et je suppose comme enfant aussi, en vrai. Ouais. Alors écoute, si tu le veux bien, venons-en un peu plus à ton activité au périscolaire. Est-ce que déjà, tu as déjà posé un peu le contexte, le fonctionnement aux Pays-Bas, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin, par exemple, à partir de quel âge les enfants vont à l'école, tu vois, au niveau de... voilà, comment ça fonctionne le système éducatif aux Pays-Bas? Ok, alors les enfants vont à l'école à partir de 4 ans. Donc il n'y a pas école maternelle, école primaire, de 4 à 12 ans, donc il y a une année de plus, ils vont au collège une année plus tard. C'est l'école primaire, même si ils apprennent à lire, etc., à la même âge, etc., mais voilà, c'est une même école. Avant ça, il y a des crèches, et il y a des... en gros, des haltes-garderies pour des enfants qui n'auraient pas été en crèche et donc ont besoin d'une socialisation avant d'entrer à l'école. Donc ça existe aussi. Et généralement, c'est que le matin, alors que les crèches, c'est toute la journée. Et pour l'école, donc ça commence à 4 ans. Et les périscolaires sont des organismes indépendants des écoles. En général, c'est alors soit des entreprises privées, soit des entreprises à but non lucratif, quelque chose comme ça.
et qui fait qu'en fait, en tant que parent d'enfants qui vont à l'école, tu peux choisir ta périscolaire. Il y en a certaines qui sont dans les locaux de l'école. Par exemple, dans le cas de mes enfants, c'est pas le cas, mais ils vont dans une périscolaire qui est dans les locaux d'une autre école. Mais donc, tu as quand même le choix. Alors, choix qui peut être limité suivant où tu habites, parce que parfois, il y a une histoire de place, en fait. Donc, mon fils est rentré à l'école, on n'avait pas de place en périscolaire, parce que c'était après le Covid, il y a eu une histoire de personnel. Mais voilà, il y a quand même un certain choix. Et du coup, ça veut dire que les enfants, généralement, doivent être transportés de leur école jusqu'à l'endroit du périscolaire. Ça se fait soit à pied, soit à vélo, soit en... alors, ça s'appelle un stint, ça n'existe pas en France. C'est une espèce de mini-bus, en fait, où ça va à 17 km/h maximum. Tu peux mettre jusqu'à 10 enfants dedans, et la personne qui le conduit, ça se conduit comme un scooter, en fait, est debout derrière, et ça peut faire 25 km maximum. Donc, c'est vraiment quelque chose pour des petites distances. Et comme ça transporte quand même 10 enfants, c'est pas mal. Il faut être sur les pistes cyclables ou les rues limitées à 30. Enfin voilà, c'est assez encadré quand même. Nous, notre BSO a donc BSO, c'est la périscolaire, a ses stints. Dans le cas de mes enfants, ils vont à vélo ou à pied à la périscolaire. Donc la périscolaire est ouverte de l'heure de la fermeture de l'école, donc ça peut être 14h, 14h30, 14h40, 45, 15h, suivant les écoles en fait, parce qu'ils ne sont pas toutes à la même heure, jusqu'à en général 18h30, sachant qu'aux Pays-Bas, en général, les gens mangent à 18h. Donc moi, là, dans le BSO où je travaille, c'est très, très rare qu'on ait des enfants qui soient encore là après 18h10, quoi. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc oui, la périscolaire dans laquelle je travaille est une périscolaire d'extérieur, et c'est pas si courant que ça. Ok. Il y en a pas partout. Après, moi, quand j'ai cherché un travail spécifiquement en périscolaire d'extérieur, j'avais quand même le choix. C'est-à-dire que à moins de 20 km de chez moi, il y en avait 3. Pour donner une idée. Et donc, nous, ce qu'on fait, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de périscolaires d'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des périscolaires d'extérieur dans le sens où le périscolaire est dans la forêt et va essayer de faire la plupart des activités à l'extérieur. Nous, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a en effet des locaux qui sont loués par l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qui sont considérés comme des locaux en cas de besoin, mais on ne joue pas à côté des locaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les enfants à l'école et on les emmène dans la forêt, enfin dans la nature, chaque jour un endroit différent. Bien sûr, on revient au même, au bout d'un moment. Alors, pour les groupes d'enfants qui ne savent pas nager, je crois qu'on en a genre 12 et on en avoir 20 si on prend en compte ceux qui sont à côté de l'eau, où on est obligé que les enfants aient un diplôme de natation. Voilà. Et je trouve ça super intéressant, cette idée de les emmener quelque part pour 2 raisons. La première, c'est le changement, le fait qu'on n'est pas toujours sur les mêmes lieux. Et la deuxième, c'est qu'on rentre moins facilement. C'est-à-dire que j'avais été visiter un BSO de plein air où ils jouaient autour. Et ben c'est vrai que quand on commence à faire un peu froid, il pleut, etc., il y a plus cette tendance à dire où les enfants, j'ai pas envie, est-ce qu'on peut rentrer, quoi. Alors que là, pour rentrer, il faut remonter dans le stint et faire 10 minutes, 20 minutes. On réfléchit en fait avant de rentrer. Et du coup, je trouve qu'on s'adapte plus en fait aux conditions. Voilà, on est moins tenté par le confort. Je sais pas si c'est clair. Ouais, carrément. Et du coup, ce choix du lieu pour l'équipe pédagogique, est-ce que c'est quelque chose qui se fait un peu à l'impro, ou comment ça s'organise du coup Alors, tous les lieux dans lesquels on va jouer ont été listés pour
pour qu'on les connaisse, qu'on sache les risques, etc. Donc, c'est vraiment, on peut pas dire du jour au lendemain, oh, bah, finalement, on va aller ailleurs. En fait, il faut d'abord avoir l'autorisation de l'équipe de management qui envoie quelqu'un, en gros, pour voir s'il n'y a pas de choses dangereuses ou, enfin, s'il n'y a pas de choses trop dangereuses pour nous interdire d'y aller, ou s'il y a des choses dangereuses, lister. Par exemple, je pense à un endroit où il y a des arbres dans lesquels les enfants ne peuvent pas grimper. Et ben voilà, on a le truc, vous pouvez aller jouer là, mais vous ne laissez pas les enfants grimper aux arbres parce qu'ils sont trop cassants, en fait. C'est des êtres, je crois, en français. Bref. Travailler dans une langue étrangère, avoir des compétences dans une langue et pas dans l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc dans la liste listée, c'est un petit peu... en général, on arrive à 13h45 avec l'équipe et on se dit, oh, t'as envie d'aller où? Et comme on a 6 groupes, je crois, il ne faut pas que 2 groupes aillent au même endroit. Donc, on va prendre en compte la météo, on va prendre en compte de ne pas aller 2 fois de suite au même endroit. S'il y a un enfant, c'est son dernier jour dans le groupe, il a le droit de choisir où est-ce qu'on a le droit d'aller. Ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas, on va pas réfléchir 1000 ans pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais c'est un peu en fonction de l'inspiration, de ce qu'on a envie. Je vois bien, moi, là, actuellement, je suis en remplacement sur différents groupes. Suivant les collègues, il y en a qui aiment mieux celui-là ou celui-là, voilà. Et c'est des groupes qui sont par tranche d'âge? C'est des groupes. Ce périscolaire-là a décidé de faire les tranches d'âge. J'avais fait un essai dans un autre périscolaire qui mixait. Donc, il y a un groupe de 4-5 ans. Après, c'est 6+ et 9+. Donc, ce qui a alors même l'avantage, par exemple, les enfants de plus de 9 ans, ils font beaucoup plus d'activités avec des couteaux, avec le feu. Et ça permet ça. Et aussi, ça permet d'aller dans les endroits où il y a de l'eau. Avant, ils allaient, jusqu'à il y a quelques années, ils allaient aussi dans les endroits où il y a de l'eau avec les petits, pour par exemple pêcher des choses. Mais il y a eu un accident dans un autre périscolaire avec un enfant qui est tombé à l'eau et que ça a été grave. Donc maintenant, c'est interdit d'emmener des enfants près de l'eau. Enfin, on peut être... C'est pas genre, il ne doit pas y avoir d'eau du tout, mais disons qu'on ne peut pas jouer autour de l'eau avec des enfants qui n'ont pas de diplôme de natation. Et du coup, ça fait que les tranches d'âge, ça permet ça, en fait, qu'on puisse aller aussi dans des endroits avec les plus grands, qu'on peut pas aller, enfin, qu'on n'a pas le droit d'aller avec les petits, quoi. Ok. Et en termes d'encadrement, c'est quoi le ratio nombre d'enfants et adultes? Alors, la loi dit un enfant pour 10 pour les moins de 6 ans et un enfant pour 12 pour les plus de 6 ans, me semble-t-il. Le BSE, le périscolaire dans lequel je travaille, a fait un choix qui est de dire alors toujours 2 adultes minimum quand on est en forêt, pour qu'il y ait un deuxième adulte s'il se passe quelque chose avec le premier, pour 18 enfants. Donc, on a sur un 1 pour 9, en fait, chez nous. Ça s'explique parce qu'ils veulent vraiment qu'on ait des petits groupes pour pouvoir être vraiment là pour les enfants. Et aussi, d'un point de vue technique, en fait, comme on a 2 stints de 10 personnes, mais qu'on emmène avec nous un WC chimique, des trucs, une tente, machin, chose, truc, il y a 2 places qui sont prises pour nos affaires, quoi. Ok, ça marche. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces après-midi? Est-ce que c'est que du jeu libre? Est-ce que c'est des activités, un mix des deux? Raconte-nous un peu ce qui s'y passe pendant ces après-midi périscolaires. Alors, ça dépend des périscolaires, mais la périscolaire où je travaille met le jeu libre en premier. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on arrive dans la forêt, on ne propose pas d'activité aux enfants de base s'ils ne demandent pas. Et vraiment, dans le projet pédagogique, l'idée, il n'y a rien de mieux pour les enfants que le jeu libre. Après, en général, on a toujours un truc dans notre sac. On a des idées. Moi, j'ai souvent des idées qui viennent. Enfin, je me rappelle, il y a une petite qui me dit « Claire, j'ai envie de faire un truc manuel avec des trucs de la nature. » Donc, sur le moment, j'étais en mode « Ok, c'était la fin de l'hiver. Je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire. » On a fait des instruments de musique parce qu'on a toujours de la ficelle, des trucs comme ça. Donc, on a des possibilités, mais l'idée, c'est vraiment que ça vienne des enfants. Ça passe avec les plus de 6 ans. C'est vraiment magique.
C'est-à-dire que vraiment, enfin, des fois, ils peuvent jouer voilà, pendant des heures sans nous solliciter. Avec les plus petits, il y a une partie apprentissage. Il y a le fait, souvent, parce que je me rends compte, c'est qu'il faut commencer un peu avec eux. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont, surtout quand il fait froid, qui vont être là à attendre, à pas savoir quoi faire. Et si on leur dit, ah ben regarde, il y a ça. Et puis savoir aussi, bah, du coup, ressortir du truc quand on voit qu'ils se débrouillent tout seuls, en fait. Je pense à une fois où il y avait des enfants, en fait, qui savaient pas trop quoi faire et il y avait une branche qui était sur une autre branche. J'ai dit, ah mais regarde, ça fait balancier. Et après, je les ai vus, en fait, ils ont fait une espèce de bascule balançoire, là. Je me dis, bon, bah c'est bon, ils ont plus besoin de moi. Je fais un pas en arrière, ce qui permet à la fois de pas les perturber dans leur jeu et aussi, du coup, de voir plus le groupe et se dire, bah, où est-ce qu'on va avoir besoin de moi, en fait. Alors moi, après, je suis quelqu'un de très créatif. J'adore arriver avec des idées. Mais j'aime bien cette idée qui est complètement différente de ce que j'avais fait en animation quand je faisais l'animation en France. En fait, le jeu libre va avant tout. Et on est là avant tout pour leur sécurité physique et émotionnelle. Et on peut amener bien sûr des idées, des activités, mais rien n'est obligatoire en fait. C'est-à-dire que même parce que pendant les vacances, toute la journée de jeu libre, c'est un peu long quand même. Et puis bon, c'est d'amener un peu de changement aussi. Donc pendant les vacances, on amène plus des activités, de se dire bah ouais, mais même si on a prévu, je sais pas moi, une chasse au trésor, s'il y en a un qui veut pas faire une chasse au trésor, il a le droit de faire autre chose en fait. Comment on va permettre qu'il puisse faire autre chose? Et moi, j'ai toujours un livre dans mon sac pour lire une histoire. Notamment, ça marche très bien quand il y en a un qui s'est fait mal, qui est fatigué, qui veut papa, qui veut maman. Enfin voilà. En été, à partir du moment où il fait 17 degrés, quoi, donc même là actuellement, on a toujours un peu genre des coloriages, des choses manuelles qu'ils peuvent faire assis sur une couverture. En hiver, si on bouge pas, on a froid, donc pas. Mais voilà, il y a l'idée aussi que si un enfant, il veut se coucher sur la couverture et lire Donald Duck, qui est l'équivalent du journal de Mickey ici, c'est OK aussi, en fait. Parce que l'idée, c'est que c'est leur temps de jeu, leur temps de liberté après l'école. Et notamment, notre projet pédagogique a l'idée qu'on loue des endroits pour, à la fois quand il fait pas beau, enfin, il fait vraiment pas beau, froid ou trop longtemps, enfin, on rentre. Et aussi, pour que les parents viennent les chercher le soir, il faut bien avoir un endroit pour se rassembler. Mais jamais l'organisation va louer un endroit dans une école parce que l'idée, c'est de sortir, en fait, de les sortir physiquement et mentalement de l'école, des choses à faire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien, mais vraiment pas. On apprend différemment. C'est vraiment la pédagogie dirigée par l'enfant, en fait. Parce que le nombre de fois où Claire, qu'est-ce que c'est ça comme bête? Autant dire, je n'y connais rien sur les bêtes en néerlandais, hein. Donc on cherche ensemble. Mais même, l'autre jour, quand on a fait des instruments de musique, dont je parlais tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des enfants de 4 ans, ils ne savaient pas faire des nœuds, ce qui est normal. Mais du coup, on a appris à faire des nœuds parce que ça les intéressait sur ce moment-là. Et il y en a qui ont eu la patience d'apprendre, d'autres qui ont dit, oh ben non, en fait, je m'en fiche et je vais faire autre chose. Et c'est OK, en fait. Donc, moi qui pendant des années était enseignante, c'est tellement léger de se dire je suis pas là pour leur apprendre quelque chose qui a été décidé à l'avance par un curriculum en fait. Ouais. Bon, il y a plein de choses que tu as dites, mais je voulais rebondir déjà sur la différence, la facilité du jeu libre suivant les âges. Moi, j'avais remarqué ça au début. Je proposais des ateliers donc en extrascolaire le mercredi. J'avais proposé pour les 3-12 ans. Et en fait, je suis revenue, j'ai fait ça pendant une année. Et l'année suivante, j'ai scindé le groupe en deux, j'ai fait 3-6 et 6-12 parce qu'effectivement, ce que je constatais, c'était que les plus de 6 ans, 7 ans,
avaient vraiment cette envie, ce besoin de vivre leurs aventures, d'explorer, ils se plongeaient dans leur monde. Et en fait, du coup, il y avait un décalage avec les petits qui, eux, avaient très envie, mais qui savaient pas trop, parce que l'imaginaire, il n'est pas encore totalement installé. Donc, il faut que ce soit un peu dirigé. Donc, les grands dirigeaient un peu, puis les petits suivaient comme ils voulaient. Et c'est vraiment pour cette raison-là, parce que adapter des activités, des jeux et tout, ça se fait assez facilement. Il y a plein de choses qui peuvent être proposées à des petits, à des plus grands en même temps. Mais par contre, la place du jeu libre et le rapport au jeu libre, il y a une différence chez les petits. Il y a parfois, pour certains enfants, pour une majorité d'ailleurs, surtout les 3-4 ans, à partir de 5 ans, ça se débloque peut-être un peu plus. Mais c'est difficile d'arriver et puis ça vient pas tout de suite, quoi. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est ça, et puis en plus, il faut se dire qu'ils arrivent dans un groupe qui n'est pas le même groupe que le groupe de l'école, un endroit qui n'est pas le même. Enfin, donc il y a aussi ce truc de qu'est-ce que je fais là? Et c'est vraiment que tu dis ça à partir de 5 ans, parce que sur le groupe de 4-5 ans, on voit en effet que c'est les 4 ans qui viennent d'arriver qui ont besoin en fait qu'on les amène dans l'environnement pour trouver comment jouer avec. Et en effet, les plus grands. Et aussi, il y a le fait que, enfin, je me rappelle, il y a 2 semaines, j'étais avec les 7+. On a construit un pont au-dessus de la boue pour après essayer de marcher dessus. Avec les 7+, on peut y aller tranquille. C'est bon, on y va, on prend chacun une branche. Avec les 4-5 ans, il y a le côté, ok, la branche, on la laisse vers le bas. Attention aux copains pour pas mettre dans sa figure, etc. Donc il y a aussi voilà, ce que ça demande à l'adulte, les risques que l'on peut prendre en fait, avec les tranches d'âge. Il y a un truc où je trouve que rien que ça ferait vraiment une différence. Tu parlais de ce souhait, de l'importance de sortir en fait les enfants de l'école. Et en fait, voilà, on n'est plus dans ce contexte travail. Et c'est vrai qu'en France, le périscolaire, très souvent, c'est dans les locaux de l'école ou juste à côté. Même le centre de loisirs pendant les vacances. Moi, j'ai été frappée. Un matin, j'emmène ma fille au centre de loisirs pendant les vacances. Donc, elle a 3 ans, elle est en petite section. Et elle n'a pas compris quand on est arrivé. Je lui avais expliqué que c'était dans les locaux de l'école. Et en fait, qui ont été transformés. Tu vois, c'est le hall de l'école qui a été aménagé en centre de loisirs. Mais elle n'a pas compris ce qu'elle faisait là, tu vois, c'était, c'est pas l'école, mais c'est, bon voilà, c'est au même endroit. Et vraiment, et c'est vrai que le soir, moi je me souviens enfant, j'ai été beaucoup au centre, au périscolaire, au centre de loisirs, parce que mes parents travaillaient tard. Et en fait, c'est des mauvais souvenirs pour moi, parce que c'était des journées enfin voilà, le temps de périscolaire de 16h30 à 18h, je l'assimilais à de l'école, c'était comme du travail. En plus, c'était un endroit où on fait les devoirs. Donc vraiment, ça fait des journées de folie. Et je me dis rien que déjà, si on distingue physiquement les deux lieux, bon là, évidemment, on est sur des journées, le rythme n'a rien à voir, mais si déjà les enfants qui vont au périscolaire pouvaient être dans un environnement totalement différent avec j'allais dire des attentes différentes, mais en fait aucune attente, juste c'est ta fin de journée, tu peux t'amuser maintenant, ça ferait déjà une belle différence dans la charge, la lourdeur du rythme qui est imposé aux enfants et aux adultes qui accompagnent les enfants. Après, il faut quand même dire que c'est difficile pour les enfants, la multiplication des lieux et des personnes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien... alors, je suis contente de travailler pour un BSO qui vraiment prend ça en compte. Il faut que les enfants ils aient un visage connu de référence. Donc ils sont vraiment stricts là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée pour travailler, j'ai dit j'aimerais bien travailler 2 jours. On m'a dit ah non, c'est 3 minimum pour que tu puisses être fixe sur un groupe. Et on voit bien que, enfin, alors pour 2 raisons. Le plus difficile, c'est le sortir de l'école pour aller à un autre endroit avec un nouvel adulte. Et la plupart des problèmes qu'on a, c'est à ce moment-là. Je pense qu'il y a le fait, en effet, de changer de lieu et de changer de personne qui est difficile, surtout pour les 4 ans. Il y a beaucoup de pleurs à ce moment-là. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un moment où il faut qu'il soit
contraints, assis dans un endroit avec d'autres enfants après une journée d'école, où en effet la plupart des disputes ils ont lieu dans le stint. Parce que il faut, enfin voilà, parce que c'est dur de partir de l'école, parce qu'il faut relâcher et qu'on n'est pas encore en train de courir et crier dans la nature, ce dont ils ont besoin en fait à ce moment-là. Donc la meilleure solution serait à côté de l'école, avec la nature à côté. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire changer de lieu, c'est intéressant pour les enfants. Après, ça va pas sans, ça peut provoquer d'autres difficultés. En fait, c'est pas toujours facile de changer de lieu et changer aussi de personne. Enfin, pour certains enfants, c'est très difficile de passer de la maîtresse ou le maître à la personne du périscolaire, quoi. Mais ouais, ça les met en insécurité affective, donc forcément, c'est sûr que c'est. J'imagine, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette dimension, mais ouais. Après, il n'y a pas de solution miracle. C'est intéressant en général de se poser la question pour nos enfants, combien d'adultes référents il a dans sa journée, dans sa semaine, etc. Et certains enfants n'ont aucun problème et d'autres c'est plus difficile. Et qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, en tant qu'adulte référent dans une multitude d'adultes référents. Et pour le coup, je pense que moi, ce que j'ai beaucoup appris depuis que je travaille ici, c'est on est là pour la sécurité physique, mais aussi émotionnelle des enfants. Et en effet, quand tu les laisses jouer librement, du coup, tu as l'impression de te dire, elles ne font pas grand-chose, les dames là du BSO, sauf qu'en fait, on est en effet plus là pour leur sécurité émotionnelle, ce qui est hyper important en fait. C'est-à-dire que tu vas voir l'enfant qui ne joue pas, ou est en marge du groupe et regarde et a l'air un peu timide. Tu vas voir l'enfant qui va se mettre à pleurer et tu vas pouvoir être là pour lui. Ou, par exemple, là, j'étais avec les plus grands. On voyait la tension monter entre deux enfants qui jouaient un peu de manière brute. Alors, c'est OK. Mais jusqu'à quel moment c'est OK pour les deux, en fait. Donc, ouais, je pense que... alors, on sort de la pédagogie autour de la nature, mais veiller à la sécurité émotionnelle de nos enfants, c'est souvent un angle mort, en fait. Ouais. Et c'est hyper important. Ouais, carrément. En parlant de sécurité, tout à l'heure, tu parlais de la prise de risque. C'est quoi, grosso modo, l'approche justement de la prise de risque au sein du BSO? Alors, tu parlais d'une personne, tu l'as évoqué déjà, qui vient faire du repérage, mais dans la posture de l'adulte, du coup, quel est le cadre en fait que vous posez? Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Bien sûr. Alors, je vais poser le cadre dans mon périscolaire, sachant que après je pourrais un peu discuter de ce qui peut se faire aussi ailleurs, parce que je connais via mes enfants d'autres choses. Donc, dans le cadre de mon périscolaire, on a des règles qui, certaines, peuvent paraître peut-être surprenantes d'un point de vue français. Alors, jusqu'à 7 ans, les enfants doivent toujours voir l'adulte référent et le stint. En fait, on regarde comme il est rose. Et voilà, si tu vois le stint, ça veut dire qu'on te voit. Mais ça peut dire quand même assez loin. À partir de 7 ans, on n'est pas obligé tout le temps de les voir. Il faut qu'ils restent à proximité. Mais disons que par exemple, s'ils sont cachés derrière un arbre, c'est OK, quoi. Mais tous les enfants ont un bracelet avec dessus le numéro de téléphone du BSO. Et ils savent que si tu es dans une situation compliquée, si tu te sens perdu ou quoi que ce soit, voilà, tu as le numéro du BSO. À partir de 7 ans, ils ont aussi un sifflet sur ce bracelet qui est, si tu as un problème, tu siffles, puisque comme ils peuvent être hors de notre vue, tu siffles et un adulte va venir le plus rapidement possible. Et inversement, nous les adultes, nous avons un sifflet. Quand on siffle, les enfants doivent être là en moins d'1 minute. Donc on les entraîne à ça. Alors, je sais pas si c'est au niveau sécurité, mais il y a cette idée qu'on respecte la nature dans le sens, on va pas cueillir des plantes qui sont vivantes, on va pas casser des branches. Au niveau donc de mon BSO, il y a l'idée qu'un enfant jusqu'à 7 ans peut monter aussi haut que sa propre taille. Et au-dessus de 7 ans, un adulte va pouvoir attraper ton pied. Voilà. On leur apprend aussi à grimper. Enfin, on discute avec eux
Est-ce que tu penses que là, tu risques pas de tomber? Combien de membres as-tu sur différentes choses? Cette idée on essaye toujours d'avoir 3 en fait, de bras et une jambe ou de bras et une... Donc ça, après, dès tout petit, donc dès 4 ans, on leur apprend la position pour travailler avec le bois. C'est-à-dire qu'en fait, les 4-5 ans ont des limes pour limer les branches pour après pouvoir les décorer. Donc comment est-ce qu'on le met sur sa jambe et vers l'extérieur pour pas se faire mal? Parce qu'à partir de 7 ans, ils ont des épluches légumes, des gros épluches légumes pour voir c'est ça. Et à partir de 9 ans, ils ont des vrais couteaux. Alors, j'en parlais avec la spécialiste du périscolaire sur ce genre de choses. On a quelqu'un qui est spécialiste qui disait qu'elle, dans ses ateliers qu'elle faisait en privé, elle n'avait aucun problème à donner un couteau à un enfant de 4 ans parce qu'elle pouvait lui apprendre de la même manière. Après, il y a toujours la question de ce grand groupe. Moi, mon fils, par exemple, je ne vais pas lui dire tu peux monter beaucoup plus haut qu'au BSO. Un, parce que c'est mon fils, je le connais. Et deux, parce que je suis toute seule avec lui, donc je peux être en dessous pour l'aider. Je sais par exemple alors il y a un lieu, quand je parlais des lieux merveilleux avec les enfants, il y a un lieu merveilleux à Amsterdam qui s'appelle Woeste, qui veut dire en gros le Far West, mais avec un jeu de mots, où ils font aussi en gros le centre aéré pendant l'été et les petites vacances. Et je lisais leur projet pédagogique qui a écrit « On ne limite pas les enfants sur la hauteur à laquelle ils peuvent grimper. Par contre, on en discute avec eux. » Donc, c'est vraiment des projets pédagogiques. Mais en général, il y a cette idée assez néerlandaise de c'est pas le moindre risque possible, c'est le moindre risque, enfin, c'est les risques, c'est ce qui est nécessaire en fait. Et moi, en tant que mère, quand on m'a dit mais comment t'as fait pour laisser tes enfants grimper comme ça sans avoir trop peur, j'ai dit je préfère leur apprendre à faire correctement que d'interdire complètement, et que du coup, cette histoire de couteau, en fait, d'utiliser un couteau pour... S'ils ne savent pas faire, ils vont peut-être essayer de le faire et ils vont le faire mal. Alors que si on construit une compétence avec eux, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas d'accident, en fait. Essayer de le faire. Après, ça peut arriver. Je veux dire, on a conscience qu'un accident peut arriver. Tous les professionnels de périscolaire ont leur premier secours spécial enfants et bébés, qui est donc obligatoire, et des protocoles pour beaucoup de choses. On a des protocoles pour la chaleur, on a des protocoles pour le froid aussi. S'il fait en dessous de 0 degré, on ne reste pas plus d'1 heure dehors, par exemple. Donc, c'est vraiment une histoire de quel risque on est prêt à prendre, et aussi d'une équipe pédagogique à l'autre. C'est-à-dire qu'on a cette liberté de se dire, avec notre groupe, on connaît notre groupe, qu'est-ce qui est OK pour nous, quel risque on est prêt à prendre. Et avant que tu déclenches le micro, je te disais qu'hier, j'ai eu un après-midi difficile où je remplaçais. En fait, c'était parce qu'il y avait un enfant de 11 ans qui voulait prendre son vélo, parce que certains, ils vont à vélo, pour aller dans la forêt. Et que nous, on lui a dit non, c'est pas un risque qu'on est prêt à prendre parce qu'on ne te connaît pas, on n'est pas à l'aise avec ce risque-là. Bon, ça a été difficile hier puisque l'enfant n'a jamais voulu accepter de monter dans le stint, donc il y avait toute une histoire. Mais c'est vraiment aussi, la mentalité néerlandaise de dire les gens en général, mais dans le travail en général, ils peuvent réfléchir aux risques qu'ils sont prêts à prendre, trouver des compromis, etc. Ça vient pas forcément d'en haut. Enfin, le Pays-Bas est un endroit où dans le travail, il y a très peu de hiérarchie, en fait, où tu vas discuter les règles avec ton patron, donc les enfants peuvent aussi avoir ça, et chaque équipe peut aussi voir avec quoi je suis d'accord au niveau risque, quoi. Je sais pas si je suis claire. Je suis très claire. Ouais, hyper intéressant. Mais oui. Non, mais si, tout à fait. Est-ce que... ça m'amène à une question. Est-ce que dans ton quotidien, depuis que tu travailles au périscolaire, est-ce que tu as pu être confrontée à est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été difficiles pour toi? Il y a eu des petites choses difficiles. Alors, la plus grande difficulté pour moi, c'est quand il y a un peu de tension et des conflits.
par rapport à la langue néerlandaise. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dehors. C'est que juste, des fois, je me sens limitée. Après, il y a eu des choses avec les enfants où on se dit... oui, où c'est un peu tendu, quoi, mais on n'a jamais... Enfin, depuis que je travaille que depuis le 1er janvier, on n'a jamais eu d'accident. On a eu un enfant piqué par un frelon. Ok. Qui, en 10 minutes, s'était oublié. Hein. Au début, ça allait très mal, mais voilà. Ça a été un problème plus après, parce que quand j'ai dit à la mère en néerlandais, j'ai dit mordu à la place de piqué. Et elle n'a pas compris le mot frelon. Alors, je ne sais pas si elle ne connaissait pas ou si j'ai mal prononcé. On a eu un espèce de truc. Mon enfant s'est fait mordre dans la forêt. Mais voilà, j'ai pas entendu parler de gros accidents ou quoi. Et alors, ce qui à chaque fois me rend tellement heureuse, c'est à quel point il y a très peu de disputes, en fait. Il y a très peu de tensions. Et que c'est souvent sur le moment où ils sont dans le stint ou les regroupements parce qu'il va qu'on parte. Voilà. Mais en vrai, quand tu as la place, que tu peux faire autant de bruit que tu veux, que tu peux bouger autant que tu veux, que tu peux décider ce que tu vas faire, les enfants, généralement, ils ne se disputent pas. Et même quand ils veulent tous les deux le même bâton, ça arrive. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile à gérer que les deux le même jouet à l'intérieur, en fait. Je sais pas si tu as la même expérience que moi là-dessus, mais... Ah oui, mais complètement. Ouais. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur le podcast, mais parfois les parents nous préviennent qu'il y a souvent des conflits avec leur enfant à l'école ou autre. Et moi, au bois, je le vois pas du tout. L'environnement joue énormément sur là-dessus, mais aussi parce que tu parlais de la sécurité émotionnelle tout à l'heure, la sécurité affective, ça joue aussi beaucoup. Moi, je pense que en France, en tout cas, beaucoup d'enfants, s'il y a beaucoup de conflits, s'il y a beaucoup de tensions, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas en sécurité pour plein de raisons, et notamment parce qu'on est sur des classes qui sont surchargées. Quand il y a 30 enfants pour un adulte, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, et quand il y a des émotions qui sont difficiles, il n'y a personne en fait de disponible pour répondre, et ça n'est absolument pas la faute des enseignants, hein, c'est le système qui est fait comme ça aujourd'hui. Et quand on est dehors, il y a non seulement effectivement le contact avec la nature qui a tendance à apaiser, qui régule le système nerveux, ça c'est quelque chose qui est démontré par de nombreuses études, mais aussi parce qu'on est généralement sur des ratios qui sont pas non plus les mêmes. Et quand on sait que il y a 9 enfants, un adulte, je pense que les enfants se sentent aussi mieux, et donc il y a moins ces petits éclats par moment, ces conflits qu'il peut y avoir. Là, en général, quand ça dégénère, c'est quand les parents arrivent. L'heure des parents, c'est le moment où ça explose dans tous les sens. Et donc parfois les parents se disent un peu... Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais des fois les parents se disent, ça s'est bien passé, nickel. Vraiment, là c'est juste 3 secondes de... Mais voilà, je pense qu'il y a aussi autre chose, il y a l'extérieur, parce que à l'intérieur... On a énormément d'enfants neurodivergents, vraiment, en proportion. Mais c'est normal, si tu as le choix entre un BSE d'intérieur et un BSE d'extérieur, pour ton enfant qui est en recherche d'expérience sensorielle parce qu'il a un TDAH, par exemple, tu vas le mettre à l'extérieur. Et en fait, alors, mon fils à moi est quelqu'un qui est en recherche d'expérience sensorielle énormément. Il n'y a jamais de problème dehors parce que tu as cette réponse-là du milieu déjà qui sensoriellement te donne, sans te surstimuler, mais qui te donne ce dont tu as besoin, qui va te donner une branche, un morceau de bois sur lequel tu vas pouvoir marcher pour ton équilibre, qui va te permettre de crier si tu veux crier, de courir si tu veux courir, on a un petit garçon qui est TSA, donc sur le spectre de l'autisme, qui est pas si fasciné par les trucs doux, la mousse par exemple, ce genre de choses. Oui, à l'intérieur, on peut leur amener des choses,
Mais la nature, en fait, elle le propose de base, en fait, de manière beaucoup plus physiologique, de manière beaucoup plus simple, en fait. Ouais, tout à fait. Et le fait que tu as la place aussi. Il y a une histoire de place. Ouais, bien sûr. Donc, C'est sûr. et moi, je dis souvent, là, c'est au niveau de la maternité, je suis une mère d'extérieur. Je ne sais pas être une bonne mère à l'intérieur. Enfin, je peux, hein, mais ma solution à moi, c'est à partir du moment où ça commence à devenir pénible, on sort, en fait. Mais ça marche. C'est ça le truc. Ça marche pour mes enfants, mais ça marche pour les enfants du périscolaire. Même si, quand tu leur demandes, il y en a qui disent « Oh, j'aimerais bien ne pas être plein. » Parce qu'on s'appelle BSO, Buiten, qui veut dire... Buiten veut dire dehors, en fait. Et du coup, il y a des fois des enfants qui disent « Moi, je veux aller à BSO, Binnen, qui veut dire dedans. » Ok. Parce que c'est inconfortable parfois d'être dans le froid, etc. Ouais. Je suis sûre qu'au bout du compte, dans quelques années, ils en garderont des super souvenirs, en fait. Et on voit qu'ils sont... Ouais, que ça répond à leurs besoins, en fait. C'est ça, le truc. C'est pas... parce que comme on a un adulte pour 9 enfants, on n'a pas beaucoup de budget pour des activités de folie. On n'en a pas besoin non plus. C'est un choix pédagogique. Mais c'est vrai que ils vont dire bah ouais, nous on fait pas des trucs. Enfin, d'autres BSO vont faire décoration de t-shirts, fêtes. Enfin voilà. Nous on fait pas ça. On les emmène juste dans la nature. Donc ça n'a pas l'air grandiose comme ça. Mais quand on parle de nos souvenirs d'enfance, c'était pas grandiose de jouer dans mon jardin. Et pourtant c'est ça dont je me rappelle aujourd'hui en fait, cette liberté-là. Oui, mais carrément. Voilà, c'est ça. C'est le truc, c'est aussi de se dire que ça va pas forcément dire que ton enfant va revenir à la maison en disant c'est trop génial ce qu'on fait à la périscolaire en fait. Mais ce que ça lui fait au niveau de la régulation, au niveau du sommeil aussi par exemple, un enfant qui a joué dehors, il va beaucoup mieux dormir. Et au niveau des apprentissages, par exemple, marcher sur un tronc qui est tombé, pour des 4 ans, c'est pas toujours facile. Mais c'est un apprentissage facile à faire et qui se fait beaucoup plus naturellement que si tu les mets dans un gymnase en disant on va tous l'un après l'autre marcher sur là-dessus en fait. Donc je pense qu'en fait à long terme c'est bénéfique et même ça au niveau du plaisir les enfants en fait vont en garder des bons souvenirs. Mais c'est pas quelque chose où forcément sur le moment les enfants disent c'est trop génial en fait. Même si ça arrive, hein, il y a des gens qui disent ah c'était vraiment. Et moi, ce que je remarque au BSO, donc on rentre après, mais en général, quand on rentre sur l'endroit où les parents viennent de chercher, s'il ne fait pas trop froid, on reste dehors. On a des jardins. Et notamment de l'endroit où j'ai travaillé jusqu'à la semaine dernière, puisque là, je suis passée en remplacement, il y a une cuisine de boue dans le jardin. Pour les 4-5 ans, et ben, en fait, les enfants, quand les parents viennent chercher, il y en a la moitié au moins qui n'ont pas envie de partir, en fait. Bon, après, c'est aussi parce que ça veut dire que quand tu rentres, il faut que tu manges et que tu enchaînes sur le tunnel du soir et que tu voudrais rester à jouer. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses pour que les enfants s'épanouissent et répondre à leurs besoins. Ouais. Mais oui, et tu vois, moi souvent ce que je dis aux adultes, c'est pour ça que je suis tant attachée à cette question, quels sont tes souvenirs d'enfance en nature, parce que jamais personne m'a répondu, c'était la sortie Acrobranche, tu vois. Enfin, effectivement, il n'y a pas de... c'est toujours, les réponses sont toujours des moments très très simples et même juste de flâner dehors et ça va pas... Toutes les expériences qu'il y a autour, ça marque sur le moment parce que ça sort du quotidien, mais c'est pas ce qui va s'inscrire durablement dans le corps, dans le cœur, et c'est vrai que ça, on est dans une ère où on consomme de tout beaucoup, et y compris de l'activité énormément. En tout cas en France, cette culture de l'activité, les mercredis, il faut voir les mercredis, les samedis matins, les familles, les enfants sont inscrits à plein d'activités, et parfois il y a cette attente des parents
qui est une espèce de production où voilà, c'est la petite case à cocher de ce que l'enfant aura fait en plus, alors que effectivement le jeu libre, eh ben, on n'est pas sur quelque chose d'apparemment sensationnel aux yeux des adultes, et tu as raison, les enfants n'expriment pas forcément que c'est chouette, mais aussi parce que ça fait partie, en fait, comme ça répond à leurs besoins, c'est naturel en fait, c'est pas, il n'y a pas à souligner que c'est incroyable de jouer à la cuisine debout, quoi. mais oui, je trouve que c'est là la puissance du jeu libre, c'est que ça marque durablement et ça offre tellement plein de possibilités différentes, ça répond à un besoin du moment qui va bien au-delà de une journée à Disneyland ou je ne sais quoi. Oui, puis c'est aussi le fait de... C'est un truc qui se pratique aussi. Enfin, il y a ce truc aussi de se dire que plus on va les laisser jouer librement, et plus on va les laisser jouer librement avec des choses qui ne sont pas des jouets, dans le sens pas fait pour quelque chose de spécifique, plus ils vont développer leur capacité de jeu. Et c'est intéressant parce que c'est au niveau de l'imagination, de la créativité, de la motricité. Ils vont répondre à ce dont ils ont besoin dans leur développement à ce moment précis. Et ça n'a pas besoin... Alors nous, on a hyper de la chance que moi, j'habite au milieu de donc un espace naturel. Alors, ça reste les Pays-Bas, hein, les villes sont très proches et quand on va se promener dans la lande, on entend l'autoroute. Enfin, c'est pas des grands espaces, mais on a de la lande et de la forêt à 5 minutes de vélo. Mais en vrai, moi, mes enfants, ils adorent jouer dans la rue devant chez moi. Et j'ai sacrifié un morceau de mon jardin de devant pour qu'ils arrêtent de déplanter, de creuser au niveau de l'arbre qu'il y a dans la rue, en fait. Parce que j'avais dit, en fait, après, on peut plus sortir les poubelles et le vélo, il met le roue dedans. Donc, en fait, avec mon fils, avec le petit voisin, il passe des heures à creuser, jouer, transvaser, tout ça, dans un carré de terre. Il n'y a que de la terre. Et ils utilisent généralement pas la pelle parce qu'il faut aller de l'autre côté la chercher et aller ranger machin, mais le bout de bois qui traîne et leurs mains, etc. en fait. Donc on n'a pas besoin de proposer aux enfants forcément quelque chose. C'est chouette la nature, c'est chouette d'avoir une forêt, enfin voilà. Mais parfois c'est aussi leur laisser se salir sur le coin de l'aire de jeu. Au milieu de des cages, là, parfois, il y a un espèce de petit truc, les laisser, ben voilà, aller mettre les mains dans la terre, en fait. Jouer avec le bâton, parce que le bâton, c'est une épée, c'est une baguette magique, c'est 10 000 jeux qu'on leur achète, en fait. Ouais. Alors Claire, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé, que tu veux préciser ou... Je pense qu'il y a un truc aussi que j'ai pas abordé du tout et que je pense qu'on oublie souvent quand on travaille avec des enfants ou quand on est parent, c'est que nous aussi, en fait, on a le droit de jouer dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit et ça fait du bien de s'autoriser. C'est pas se forcer, c'est vraiment de se dire... ça peut être le bâton, je m'amuse à écrire dans le sable et je le fais pas pour mes enfants, mais je le fais parce qu'à ce moment-là, j'y pense et mes enfants, enfin, on va créer un truc où est-ce que moi, j'ai pas envie d'essayer de grimper à un arbre ou d'aller regarder, enfin voilà, c'est s'autoriser nous aussi à vider notre emploi du temps, laisser notre téléphone dans la poche et se demander ce qu'on peut y trouver aussi. Et moi, tous les matins, alors, depuis que je travaille au BSO, donc où je suis à l'extérieur beaucoup plus, maintenant je le fais les matins où je ne travaille pas au BSO. L'année dernière, pendant toute l'année scolaire, je fais les marchés dans la nature absolument tous les matins. Et tout le monde me disait, mais t'as un chien? Je dis, bah non, je le fais pour moi en fait. Donc voilà, s'autoriser de soi, ce qui est bon pour les enfants, il ne faut pas oublier, c'est aussi bon pour nous. Et que parfois, on ne sait pas, on n'a pas envie de jouer, ou on n'a pas envie de marcher. Mais si on essaie, on se rend compte qu'en fait, ça nous apporte quelque chose. Et ça peut être regarder, ça peut être explorer, ça peut être construire une cabane aussi, quoi. Ça peut être aussi prétendre qu'on est une fée. Enfin, nos enfants nous offrent cette possibilité-là. Moi, c'est ce que j'adore en étant mère, en travaillant avec des enfants, c'est que ça
ça m'autorise à sortir mon esprit ludique, parce que si je me mets avec des adultes à jouer et que je suis une fée, ils vont me regarder un peu bizarre. Alors que les enfants, ils vont venir avec moi et ça fait du bien, en fait. C'est ça. Le jeu libre et le jeu en extérieur et le fait d'être en extérieur, c'est bon pour tout le monde. Bonne conclusion. Ouais. Très belle conclusion. Effectivement, je crois que tu pouvais pas faire mieux. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était très inspirant. J'ai appris plein de choses et c'était très chouette. C'est toujours hyper enrichissant d'avoir un autre regard sur d'autres pratiques. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça ici. Avec plaisir. Et je pense qu'on a besoin d'inspiration, en fait. On a besoin de... Moi, je partage beaucoup sur mon compte Instagram, pas sur ce que je fais au BSO, parce que c'est pour une histoire voilà, c'est pas mes enfants. Mais avec mes enfants, les gens me disent souvent, ah, mais Claire, l'autre jour, j'ai laissé mon enfant jouer dans la boue parce que j'ai pensé à toi. C'est vraiment chouette ce que tu fais, d'inviter vraiment plein de gens différents, parce qu'on a besoin de voir que d'autres le font, en fait, et trouver après sa façon à soi de le faire, parce qu'en effet, comme tu disais, on voit pas souvent un enfant rentrer tout seul de l'école sur le bord de la route et cueillir des pâquerettes, et on a besoin de le voir pour se rappeler que c'est possible. Donc merci. Ouais, tout à fait. Merci pour ces gentils mots. Et écoute, à bientôt. Je mettrai avant de couper, je mettrai ton compte Instagram, puisque tu viens d'en parler dans les ressources de l'épisode, si les personnes ont envie d'aller regarder. Et je peux te donner aussi le lien du compte Instagram du périscolaire pour qui je travaille. C'est en néerlandais, mais ça permet d'avoir des images en face des mots que j'ai mis dessus. Ouais, très bonne idée. Merci Claire, à bientôt. Merci à toi.